voyage au Maroc est une expérience unique. Tout le pays vibre d'une richesse culturelle où le vécu humain se mesure à la simplicité et à la grandeur des gestes millénaires. De l'artisan au fond de son échoppe, au somptueux palais, le Maroc exalte l'essence du voyageur qui vit cette aventure comme une initiation. Les gens sont le cœur vibrant de ce royaume enchanteur. Rabat, capitale politique, a conservé un air paisible du haut de sa citadelle, dans la vieille ville, à l'abri de ses épais remparts. Point de vue imprenable pour regarder le va-et-vient des pêcheurs au rythme des marées. Aujourd'hui, ces paysages tranquilles où chaque petite scène de vie est un régal pour l'œil font presque oublier un passé plus mouvementé. À partir du XVe siècle, la côte fut explorée par les grandes puissances européennes et des pirates qui l'ont hérissée de fortifications. À quelques encablures, séparées par un estuaire, la ville de Salé, grande rivale de Rabat, était un repère de pirates. Une ville côtière, sur ses rives autrefois dangereuses où la menace venait de la mer, devait se protéger derrière des fortifications. Contraste saisissant dès la muraille passée. L'austérité guerrière laisse place à l'enchantement des ruelles étroites et des façades blanches et bleues. Dans ce labyrinthe où il fait bon se perdre, ombre et lumière se disputent l'espace. La course du soleil réinterprète en permanence ce paysage urbain que l'on redécouvre toujours différent. Des silhouettes discrètes hantent ce lieu magique. Ici, on préfère marcher à l'ombre en espérant croiser sur son chemin un brin d'air rafraîchissant, comme une histoire venue de la mer. L'art et la guerre font parfois bon ménage, comme sur la porte des Oudayas, construite au XIIe siècle, en pierre de taille d'un ocre rouge. La muraille encercle la Casbah jusqu'au bourg Greg, avec à son extrémité le jardin des morts, un autre havre de paix où l'on vient flâner tranquillement. Changement de rythme aux abords du Palais Royal, où l'on replonge dans la vie animée d'une capitale. Mais il est facile, quelques rues plus loin, de retrouver une atmosphère paisible et poursuivre notre quête d'un pays plein de charme. La Médina est le centre de la ville, son point d'ancrage, son origine. Le mot Médina signifie ville en arabe. Centre commercial, c'est également un lieu de vie où l'on peut venir simplement boire un thé ou se restaurer. La Médina reste un lieu d'activité essentiel pour le petit commerce et l'artisanat. On trouve beaucoup d'échoppes spécialisées dans les tapis et le cuir. Piège redoutable pour les touristes peu habitués au marchandage, ce petit monde grouillant occupe plus de 6000 personnes. Le commerce s'adresse ici essentiellement à une clientèle locale, un détour indispensable pour toucher le cœur véritable de la ville. Rabat, ville royale, rend hommage à ses souverains dans une impressionnante et fastueuse nécropole protégée par la cavalerie royale. Au centre, dominant l'ensemble, la tour Hassan devait être le minaret d'une mosquée imaginée par Yacoub el-Mansour au XIIe siècle.
Ce rêve de grandeur fut abandonné à la mort du souverain. Restent aujourd'hui ces alignements géométriques au pied d'une tour inachevée. D'une hauteur de 44 mètres, ces proportions laissent deviner une taille 2 fois plus importante. Aujourd'hui, les vestiges laissent simplement imaginer la démesure du projet arrêté net dans sa course à la grandeur. Le mausolée de Mohamed V abrite le sarcophage de Mohamed V et celui de ses 2 fils, le prince Moulay Abdallah et le roi Hassan II, mort en 1999. C'est un grand monument historique pour le Maroc. Et il y a 3 rois dans au Maroc. Mohamed V et Hassan II, Moulay Youssef. Bismillah. Un peu plus à l'est, Meknès est également une ville impériale et donne l'idée de la grandeur revendiquée par les souverains alaouites. Moulay Ismaïl, contemporain de Louis XIV, dont il se prétendait l'égal, a élevé ici une cité à l'image de sa magnificence. À la nuit tombée, quand la ville s'illumine, on goûte à ce décor enchanté, bercé par les appels à la prière provenant de la grande mosquée. À Meknès, comme dans tout le Maroc, le visiteur est impressionné par la vitalité de la jeunesse. 30% de la population est âgée de moins de 15 ans. Une richesse, mais aussi un défi pour un pays qui mise sur l'éducation pour s'inventer un nouvel avenir. Le Maroc demeure un pays où les activités traditionnelles font vivre une partie importante de la population. Héritage somptueux, incroyable décor, même au cœur des villes, les traditions rythment le quotidien. Cet équilibre subtil entre tradition et religion donne un sens divin aux gestes, aux attitudes de tous les jours. Le Maroc se cherche aujourd'hui un avenir pour intégrer l'évolution du monde, tout en respectant son histoire et son identité profonde. Les portes marquent clairement les limites de la ville. Finement décorée, Bab el Mansour est considérée comme la plus belle du Maroc. Juste en face, la place El Emid fait la jonction entre la ville impériale et la Médina. Elle est le théâtre improvisé de bonimenteurs qui trouvent un public complaisant et amusé. La Médina de Meknès nous fait pénétrer dans un monde de couleurs, de sons et de parfums. Impossible de ne pas céder aux appels incessants des pâtisseries, dont les étals occupent un espace important, surtout pendant le ramadan. À base de miel, d'amandes et de sésame, cornes de gazelle, shebakia et baklaoua ne devraient pas décevoir les amateurs de douceur sucrée. Le souk de la Médina est une invitation pour les gourmets. La cuisine marocaine, reconnue comme l'une des meilleures du monde, développe une incroyable palette de saveurs, dont la base est constituée de produits de qualité. Fruits et épices se partagent les étals des boutiques dans une mise en scène qui met déjà en appétit.
Les plats offrent un spectacle qui réveille les sens. Couleurs, parfums, saveurs, les recettes se transmettent dans les familles d'une génération à l'autre. Et bien sûr, on retrouve dans le souk tous les produits naturels qui font aussi le goût du Maroc. Menthe fraîche, olives ou dattes. Il ne faudrait surtout pas se priver. Le sourire en prime. La Médina offre également de somptueux décors, comme cet ancien fondouk aux ornementations incroyablement travaillées. Il abrite aujourd'hui un marchand qui utilise la beauté des lieux pour mettre en valeur ses tapis. La médersa, édifice caractéristique des cités musulmanes, est une école coranique. Pour étudier les écritures sacrées, on a voulu le plus beau et la décoration égale celle d'un palais princier. Le bâtiment s'organise à partir d'une cour centrale, agrémentée d'une fontaine. Sur les côtés s'ouvrent les iwan, des salles où les professeurs dispensaient leur enseignement. Dans la Médina, les commerces jouxtent les lieux de culte, mais le centre est marqué par la présence de la mosquée autour de laquelle la vie s'organise. La Médina est un espace à apprivoiser. Façonnée par des siècles de pratique, elle est l'image de ce qui se vit entre ses murs. Il faut observer pour comprendre. Et aller de rencontre en visite pour que ce monde fascinant dévoile quelques-uns de ses secrets. Autre curiosité, le bassin de l'Agdal est un réservoir creusé par Moulay Ismaïl pour irriguer les jardins du palais et alimenter en eau les bains de son harem. Non, c'est une réserve d'eau. Ici, il y a des poissons dans l'eau, mais personne ne peut nager. C'est parce que l'eau n'est pas claire. Les environs de Meknès offrent un itinéraire incroyable pour ceux qui cherchent à en savoir un peu plus sur l'histoire du Maroc. Ce village, accroché comme un nid d'aigle sur un éperon rocheux, porte le nom du fondateur de la première dynastie arabe ayant régné au Maroc, Moulay Idriss. D'ici, on domine l'Oued Kouman et le plateau de Volubilis. Cet endroit témoigne des civilisations qui se sont succédées. Au cours des différentes époques, des hommes ont profondément marqué le paysage de leurs empreintes. En 40 après Jésus-Christ, les Romains bâtissent Volubilis pour contrôler cette région du nord de l'Afrique. Volubilis fut ensuite peuplée par les Grecs et les Berbères. Pour se rendre compte du métissage des cultures, direction Fès. Gardienne des vestiges de la civilisation arabo-andalouse, Fès est l'une des plus prestigieuses cités de l'islam. La vallée semble trop étroite pour accueillir une telle profusion de palais, de maisons et de mosquées savamment imbriquées. Peuplée d'artisans habiles, de marchands avisés et de fins lettrés, instruite et commerçante, troisième ville du Maroc, Fès revendique la place de capitale culturelle. La Médina nous ouvre ses portes. Flânant longuement, presque au hasard, on découvre les innombrables vestiges classés au patrimoine de l'humanité par l'UNESCO et les minuscules échoppes. Mouvements et couleurs, bruits et cris, le charme joue à plein. Au détour d'une rue, le palais Glaoui cache son jeu derrière des murs gris et anonymes. Récupéré par le pacha de Marrakech, il est aujourd'hui à l'abandon, délaissé par ses propriétaires qui n'ont pas les moyens d'entreprendre une restauration urgente. Il fut pourtant, du temps de sa splendeur, le plus somptueux de la Médina, avec 17 maisons,
2 grands jardins et une école coranique. Seuls les chats et un gardien passionné vivent dans ces lieux hors du temps. Abdou Boukar est artiste. Avec ses faibles moyens, il essaie de préserver la mémoire des lieux des ravages du temps. Abdou est né dans ces murs. Son grand-père occupait la charge d'intendant au service du pacha de Marrakech. La cuisine à l'abandon témoigne des fastes d'une époque révolue. Dans une autre aile, le quartier des femmes. Le harem, avec ses boiseries abîmées, demeure un lieu merveilleux. L'une des chefs-d'œuvre de la Médina de Fès. Le plus beau pays de la Médina de Fès. C'est un patrimoine qui est en train de se dégrader. Et j'espère bien qu'on fasse quelque chose pour préserver ce bijou de la Médina de Fès. Dernier regard sur cet endroit magique, en espérant qu'un mécène s'y intéresse prochainement pour faire revivre l'histoire oubliée et la beauté passée. Fès a fait la réputation de la céramique marocaine. La tradition est ancienne et remonte à l'Antiquité. Mais la venue des maîtres andalous au XIXe siècle a permis à cet artisanat d'acquérir ses lettres de noblesse. Le travail d'ornementation réclame minutie et précision pour créer des pièces uniques. La Médina de Fès apparaît comme un conservatoire des métiers traditionnels, dont certains subsistent on ne sait par quel miracle. En remontant le chemin pris par les ânes chargés de peaux, on tombe sur le quartier des tanneurs. Généralement, cette activité bruyante, malodorante et polluante s'organise à l'extérieur de la ville. Mais la position de la rivière contraint ici les tanneurs à exercer presque en centre-ville. Le travail pénible se déroule dans une puanteur obsédante. Chacun ici a une fonction bien précise du nettoyage de la peau à la coloration du cuir. Le tannage est l'art de la transformation de la peau d'un animal en une matière noble et stabilisée, le cuir. Les peaux sont baignées dans des bains de chaux pour se débarrasser de tout élément organique. Après 3 semaines de macération, elles sont rincées à grande eau pour être à nouveau travaillées. Les peaux sont ensuite plongées dans une solution tannique composée d'extrait d'écorce, dans des foulons. Ces alignements de cuves ont généralement plusieurs siècles et les méthodes de fabrication ont peu évolué. Les peaux sont essuyées et triées en fonction de leur qualité et partent ensuite chez les commerçants. Les négociations donnent généralement lieu à des discussions animées. Comme toutes les médinas, celle de Fès s'organise en fonction des différents corps de métier. Le bruit est un bon indice, et le martèlement du métal indique que l'on est place SC Farine, autour de laquelle se trouvent les ateliers des dinandiers.
Par l'une de ces 14 portes, on aperçoit la mosquée Qarawiyyin, la plus grande de la ville. Construite en 933, chaque souverain d'une nouvelle dynastie a voulu laisser son empreinte dans la pierre. L'édifice présente une incroyable ornementation qui illustre cette surenchère. Avec la mosquée et les bains, l'école coranique est l'un des édifices caractéristiques des cités musulmanes. La médersa El Atarine, par la qualité de ses collèges et les soins apportés à sa décoration, traduit l'importance culturelle et spirituelle de la ville. Sur la place de la fontaine Nedjarine, les artisans rivalisent de talent aux portes d'un autre bâtiment superbe. Le fondouk en Nedjarine est une construction qui date du XVIIIe siècle, restaurée par des fonds privés avec le savoir d'artisans qui ont remis au goût du jour des techniques ancestrales. Le fondouk abrite désormais le musée des arts et métiers du bois. L'inventaire des trésors de la Médina prendrait des jours. C'est souvent au hasard d'une promenade que l'on déniche ce palais du XIVe siècle, transformé en restaurant à la décoration raffinée. Ou encore le palais Mnebi, palais somptueux du XIXe siècle où le général Lyautey vécut lors de son arrivée au Maroc. Le palais est entretenu par des fonds privés et est utilisé à l'occasion de grandes réceptions. Difficile d'épuiser les attraits de cette ville tant elle offre de trésors. Sa découverte restera une expérience unique au cours d'un voyage au Maroc. La conservation du patrimoine architectural apparaît comme une tâche immense, l'enjeu étant de préserver aussi le cadre de vie des 150 000 habitants de la Médina, afin de ne pas transformer une culture vivante en ville-musée. Le palais royal à Fès, comme dans toutes les villes impériales, ne sert que rarement. Le roi y séjourne uniquement lors de ses déplacements. Cap au sud. Après la traversée du Moyen Atlas, le décor change radicalement. Les gorges du Todra sont une bonne introduction à l'atmosphère plus mystérieuse du Grand Sud. La palmeraie de Tinnérir est un paradis de fraîcheur et de verdure, dans un environnement particulièrement aride en été. C'est un milieu fragile qui nécessite les soins incessants apportés par l'homme. Après le Haut Atlas, on retrouve les demeures en pisé, typiques du sud marocain. Ces demeures en terre, dont certaines existent depuis plusieurs centaines d'années, résistent tant bien que mal aux assauts de la pluie et du soleil. La richesse des palmeraies est le dattier. Il produit généralement entre 30 et 100 kg de dattes en fonction de sa taille. Les racines sont immenses et absorbent quotidiennement de 300 à 700 litres d'eau. Ramassées puis triées au pied de l'arbre, les dattes sont plus ou moins charnues et sucrées, selon l'espèce. Certaines sont ensuite directement séchées sur le toit des habitations. La palmeraie abrite aussi des arbres fruitiers et des petits champs de culture maraîchère, des céréales et du fourrage, qui permettent aux habitants une relative autonomie pour se nourrir. On trouve aussi quelques plantations de thé et de tabac. Toutes les parcelles sont limitées par de petits murets qui facilitent un système d'irrigation très performant. Contrairement à d'autres palmeraies, celle de Tinnérir est relativement saine. Le bayou, un champignon parasite, n'a pas encore fait de ravages sur les palmiers dont dépendent le fragile équilibre de cet écosystème particulièrement sensible. La plus grande richesse, c'est la date, bien sûr, parce que c'est une récolte, c'est un fruit que ça se vend, c'est-à-dire que ça se vend un peu cher. Et aussi, ça donne beaucoup des récoltes. Pour un palmier, il peut donner jusqu'à 40 kilos.
Ibrahim connaît par cœur les chemins qui mènent de la Palmeraie à la vieille ville. Il nous ouvre les portes d'un monde secret et paisible. Cette architecture typique de cette région est faite à partir de pisé, de la terre humidifiée malaxée avec de la paille et du gravier. Les murs, à la base, font plus de 80 cm d'épaisseur et sont élevés sur des fondations en pierre ou en galets. Les artisans travaillent à l'ombre de ces demeures. L'artisanat de la ville est réputé, permettant ainsi à la Palmeraie de prospérer. Le travail est long et fastidieux, mais le résultat est superbe, comme pour ces tapis berbères. Les portes du Grand Sud s'ouvrent sur la route qui mène à Ouarzazate, la porte du désert. En été, la température dépasse les 40 degrés. La Palmeraie de Boulman, au débouché du Dadès, est moins fournie. Elle souffre du bayou, le champignon destructeur. Mais la bourgade est au centre du commerce de dattes pour toute la région. Au marché, les agriculteurs négocient leurs produits. Les dattes sont importantes dans l'alimentation au Maroc. C'est également dans ces villages un signe de bienvenue, au même titre qu'un verre de lait ou une tasse de thé à l'attention du voyageur ou de l'ami. À Skoura, la Casbah d'Armedili est impressionnante par sa taille et remarquable par sa décoration. Elle a été bâtie par le maître du Coran du Glaoui et toujours habitée de temps à autre par son propriétaire. Ouarzazate, un nom mythique avant les vastes étendues sahariennes. La ville met aujourd'hui en avant ses décors exceptionnels pour le tournage de films. Tifoultout, avec sa casbah en pisé ocre pâle, a été mal restaurée. Elle doit sa renommée pour avoir servi de décor pour le film Laurence d'Arabie. À Aïd Benadou, le nouveau village est installé de l'autre côté de l'Oued, que l'on traverse à sec pour se rendre vers le Ksar, où demeurent encore quelques familles. Le Ksar de Aïd Benadou est le plus impressionnant du Maroc, avec des habitations serrées à l'abri d'un rempart aveugle. Là-haut, dans l'Atlas, les orages éclatent et en l'espace de quelques instants, l'Oued encore sec, quelques minutes auparavant, se met à gonfler de manière impressionnante. Marrakech est devenue une étape incontournable sur les routes du Sud, avec ses splendides remparts qui font face à l'Atlas. La Ménara est une oasis recherchée. Ce bassin monumental a été créé au XIIe siècle pour irriguer les nombreux jardins des palais. Bordé d'une immense oliveraie de 90 hectares, c'est un parc recherché pour son calme et sa fraîcheur. Les remparts de l'Agdal et la Ménara ont d'ailleurs été intégrés au domaine royal qui en assure l'entretien. Le célèbre minaret de la Koutoubia est considéré comme un pur joyau de l'architecture hispano-mauresque. Depuis 8 siècles, il est le symbole de la ville. Chaque face offre un décor différent, s'étirant le long des 70 mètres de l'édifice dominant la ville.
Les jardins des tombeaux saadiens sont une oasis de calme dans le tumulte de la Médina. Découverts et restaurés en 1917, ils étaient protégés des regards d'une épaisse muraille. C'est là que reposent les sultans et leurs familles, et notamment le fameux Ahmed Mansour. Le tour des remparts de Marrakech fait 19 km de long, une enceinte élargie lors des agrandissements successifs de la Médina et régulièrement restaurée depuis sa construction en 1130. La Médina de Marrakech est complexe, témoin de plus de 1000 ans d'histoire où chaque dynastie, depuis les Almoravides, a laissé sa marque. Et on se laisse porter comme dans un rêve, où une beauté succède à une autre. La Médina comporte aussi plusieurs mosquées, comme la mosquée El Mouassine, qui date du XIIe siècle. La Médina est savamment découpée, même si rien ne l'indique, comme le souk des teinturiers, où les tissus sèchent au-dessus des étals. Les artisans travaillent sur place, une activité florissante grâce à l'expansion du tourisme. Le travail des couleurs sur les étoffes est harassant, surtout en période de forte chaleur. Chaque jour, on se consacre à une teinte différente, faite à partir de pigments naturels. Le quartier des tanneurs est un peu à l'écart, mais les cuirs sont travaillés et transformés de manière remarquable. Au milieu des échoppes de babouches, des silhouettes se glissent pour se rendre par des portes discrètes aux différentes mosquées de la Médina. La Médina recèle d'endroits étonnants. Les riads, ces riches demeures qui, restaurées et adaptées à la mode occidentale, deviennent de luxueuses résidences. Véritables havres de paix, ils sont de plus en plus recherchés des touristes, mais aussi des célébrités qui rêvent de s'inventer une vie princière. La restauration de ces demeures est devenue une activité florissante. Il suffit de promener son regard sur les toits pour deviner des terrasses ou des lieux originaux, comme dans un tout autre style, ce fondouk transformé en un atelier d'artisanat. Ici, c'est un caravansérail. On l'appelle en arabe fondouk. Fondouk, sa traduction en français, c'est un hôtel. Mais ces hôtels, ils étaient pour les caravaniers qui viennent des autres régions. Et là-bas, au milieu, il était l'hebdomadaire, au marché. Les riads donnent lieu à des aménagements luxueux, comme le sultanat, transformé en hôtel 5 étoiles. Un endroit forcément sublime de tradition, de calme, de luxe, en plein cœur de la Médina. Sur la terrasse, très vite, les bruits de la rue rappellent que nous sommes dans la Médina, avec ses échoppes bruyantes et animées. Lorsque l'on découvre Marrakech pour la première fois, la place Jemaa el-Fna constitue un vrai pôle d'attraction. D'abord, beaucoup de petites rues y conduisent. De plus, sur cette place incroyable, règne une atmosphère particulière. Ce lieu touristique attire aussi les Marocains qui aiment bien regarder et écouter conteurs et magiciens, ou suivre les performances de différents artistes, sans oublier les charmeurs de serpents. Chacun ici appartient à une confrérie qui fait de la place, malgré des airs de joyeuse pagaille, un lieu organisé en fonction de règles à respecter.
À la fin de la journée commencent les préparatifs du ftor, le premier repas qui rompt le jeûne pendant le ramadan. Le chant du muezzin vient à peine de retentir au coucher du soleil. Les restaurants en plein air sont pris d'assaut. Les musulmans viennent prendre leur premier repas. En général, ce déjeuner débute avec la harira, une riche soupe à base de lentilles et de pois chiches, accompagnée de begrir, des crêpes en nid d'abeille servies avec du beurre fondu et du miel. Et nul besoin de grands fourneaux pour profiter de savoureux tagines. Les touristes viennent aussi pour dîner à la table de ces petits restaurants familiaux transmis de père en fils et qui proposent chacun une spécialité. Bien entendu, le thé à la menthe est un incontournable, pendant ou à la fin du repas. La concurrence est rude entre les tables. Même si la plupart ont une très bonne réputation, pour attirer le client, les chefs soignent bien sûr la cuisine, mais n'hésitent pas aussi à faire monter l'ambiance. L'animation de la place ne s'estompera que tard dans la nuit. Quitter Marrakech. Direction la mer, à travers les plaines arides et les forêts de Tuya et d'Arganier, jusqu'à Essaouira. Contrainte de se protéger des pirates de tous bords, Essaouira, l'ancienne Mogador, est une véritable citadelle posée sur les rochers. La ville citadelle a été façonnée par les Portugais, puis par les dynasties alaouites. La scala du port est impressionnante, avec une batterie de canons fabriqués en Espagne. La ville est parsemée de pièces d'artillerie, témoins de son histoire tumultueuse. Mais aujourd'hui, la ville évolue à un tout autre rythme, le long des remparts où les familles prennent tranquillement le soleil, en surveillant du coin de l'œil les devoirs des enfants. Le port d'Essaouira s'appelait autrefois le port de Tombouctou. Bâti au XVIIIe siècle par le sultan Sidi Mohamed Ben Abdallah, il reste aujourd'hui un des grands ports de la côte atlantique. Sur les quais, les écailleurs se disputent les faveurs des clients. Les mouettes et les goélands se régalent. Certains ont comparé Essaouira à Saint-Malo, la cité corsaire française. On y retrouve en effet un patrimoine historique comparable. Mais de l'autre côté des remparts, la ville s'étend à travers de longues rues dans la Médina ou le Mela, l'ancien quartier juif aujourd'hui délaissé par les familles d'origine. Malgré leur apparente solidité, les remparts sont aussi l'objet de toutes les attentions. Essaouira est aussi une cité d'artistes et d'artisans. La ville s'organise autour de ces rues rectilignes, à angle droit, coupées par des portes qui ont notamment pour fonction de briser les alizés qui soufflent régulièrement sur la citadelle. Fidèles à une tradition locale, les Gnawa, descendants d'anciens esclaves, sont réputés pour leur musique de trance. C'est une musique qui raconte l'histoire des esclaves. Alors, c'est
C'est ça la musique Gnawa. L'histoire, c'est des Noirs qui rentrent au Maroc des années longtemps. C'est une musique de la trance, c'est spirituel, qui raconte des histoires des esclaves. Appréciée par des musiciens comme Jimi Hendrix ou Robert Plant, la musique Gnawa est restée vivante. Et chaque année, Essaouira accueille un festival de musique du monde. Le travail du bois, la marqueterie, l'incrustation sont réputés. Les artisans travaillent le tuya et l'argousier qui parfument délicatement les ateliers. Les tables souiri en tuya sont très recherchées. Incrustées de nacre et de fils d'argent, elles nécessitent un long travail. La place Moulay Hassan est entourée de rues animées qui finissent par déboucher sur la mer. Porté par un climat tempéré tout au long de l'année, on prend le temps de vivre et de flâner face à la mer, d'autant plus facilement que la ville n'est pas encore envahie par le tourisme. De l'autre côté du port, le chantier naval fabrique toujours des boutres et des chalutiers en bois. Même si l'activité de ce chantier traditionnel diminue, on travaille encore avec les techniques et les outils des anciens charpentiers de marine. Pendant de nombreuses années, le port d'Essaouira a été le premier port sardinier du monde. La pêche marocaine est la plus importante d'Afrique, grâce à sa côte atlantique particulièrement poissonneuse. Les volumes de pêche ont quasiment doublé depuis 1983, et la sardine est devenue une véritable industrie avec des perspectives économiques importantes. Le matin, au retour de la pêche, le déchargement des bateaux est un spectacle en lui-même. Cette technique permet de vider un bateau éloigné du quai en un temps record. La pêche va partir ensuite chez les grossistes et dans les conserveries pour être mise en boîte. Un peu comme à Marrakech, derrière les remparts ou des murs anonymes, on découvre des riads superbes. Plus bas, dans la ville, le poisson est toujours présent. La cuisine d'Essaouira utilise beaucoup de poissons, avec des légumes et des épices. C'est aussi pour les habitants une source d'approvisionnement privilégiée, avec des arrivées de denrées fraîches plusieurs fois par jour. Autour des plages, les brises régulières et les vagues attirent depuis plusieurs années les fondus de kite et de windsurf. En quittant Essaouira vers le sud, on a peu de chances d'être dérangé sur les longues plages désertes, si ce n'est par le passage de quelques chameaux remontant le long de la côte.
À Imsouane, les falaises ont pris le relais des plages, mais la mer offre des vagues magnifiques pour les rares surfeurs qui connaissent cette droite interminable. Agadir est bien sûr une grande station balnéaire, mais c'est aussi le grand port de pêche de la côte atlantique et sans doute l'un des ports sardiniers les plus importants au monde. Plus d'une quarantaine de conserveries sont installées dans les environs pour exploiter ces ressources. En quittant Agadir vers le sud, au fond de Petit Oued se nichent des bananeraies, des oasis de fraîcheur dans une zone plutôt désertique. La région d'Agadir fournit 60% de la production de bananes du Maroc. L'huile et la pâte d'argan réalisées à partir des amandes de l'arganier sont également une spécialité de la région. On en fait une pâte et une huile très recherchée pour son goût, mais aussi pour ses différentes vertus. Elle limiterait notamment le risque d'hypertension artérielle. On l'utilise aussi en cosmétique et en pharmacologie. En poursuivant la route vers le sud, Tiznit est connue surtout pour son artisanat berbère. La ville est relativement récente. Les remparts datent du XIXe siècle. C'est un travail méticuleux, avec des fils de métal torsadés, aplatis et enroulés en de fins motifs ajourés. Tiznit, c'est des juifs de travaux des bijoux. Tradition des juifs berbères. Après, il y a aussi des juifs qui sont laissés ces métiers-là pour les berbères. Et les berbères, ils sont connus, contenus de ce travail-là, toujours. Et il y a même les gens qui travaillent aussi dans leur maison comme ça. À la campagne, dans le sud surtout, le goût pour la parure est très important. Les plus beaux bijoux sont en argent, d'autres sont en bronze. Mais si humble soit le métal, il garde toujours une grande noblesse, avec une grande pureté dans les lignes, avec des dessins géométriques. La réserve de Massa est exceptionnelle. C'est une oued qui donne sur la mer, un espace encerclé de dunes et protégé. Aujourd'hui, cet espace préservé est connu des ornithologues pour abriter une multitude d'espèces en voie de disparition, comme l'ibis chauve. Une poignée de volontaires a également entrepris de nettoyer progressivement toute cette zone et tentent d'éloigner comme ils peuvent les braconniers. L'oued Massa n'est qu'une partie d'un parc de 13 hectares où les colonies de spatules blanches se disputent le territoire avec les flamants roses. Il faut un œil exercé pour distinguer un balbuzard pêcheur d'un ibis falcinelle au plumage brun acajou. Les grues cendrées sont déjà arrivées en nombre d'Europe pour passer un hiver douillet. Les plus belles plages, quasi désertes toute l'année, sont bien sûr à l'écart des centres touristiques. Ici, à Sidi Irbat, c'est le domaine des troglodytes, avec les pêcheurs qui, en hiver, lorsque la houle est puissante, n'hésitent pas à laisser le poisson tranquille pour surfer. La saison vient de s'achever et les barques retournées livrent leurs coques bleues à la chaleur du soleil devant les habitations troglodytes. Les pêcheurs de cette plage aiment par-dessus tout le poulpe qu'ils traquent sans relâche entre les rochers.
Sidi Irbat est un petit coin de paradis pour les amoureux de la mer. À l'écart des flots de touristes, c'est un endroit idéal pour terminer notre voyage, s'imprégner des sensations d'une fin de journée au bord de l'océan, se souvenir une dernière fois de toutes les merveilles. Les images d'un Maroc enchanté, qui sur l'immensité de ses plages, défile comme la douceur d'un songe.